Nous accueillons Lison S, qui est doctorante, qui va nous expliquer où elle est doctorante mieux que moi, et qui va nous présenter une conférence, qui va étayer ce que vous avez, entendu, pendant les témoignages. OK, donc bonjour à toutes et tous et que toutes aussi. Alors je fais les tests micro, OK. Donc je vais vous parler un petit peu. On m'a pas mis tout de suite le matin à 9 heures parce que vu que je fais la conférence avec les théories en psycho et tout, bon, dès le matin, ça risquait d'être un petit peu trop rude pour vous donc même si promis, je vais essayer d'être, au mieux, dans un jargon qui est pas, celui que je lis au quotidien mais voilà. J'essaye de pas vous endormir. N'hésitez pas à faire des têtes complètement perdues si jamais au bout d'un moment je vais trop loin dans la théorie. Regardez-moi, complètement perdue et je saurai que je dois adapter un peu. Donc forcément, je vais d'abord faire une petite intro, je vais parler de quelques définitions psychosociales. Après, je vais parler des femmes en situation de handicap, vu que c'est quand même le sujet du jour. Je vais parler de savoir situer et de pair et danse, et puis je vais faire une conclusion et après, bah, il y aura un temps d'échange, si vous avez des questions, des remarques et cetera. Donc d'abord, ben, quelques petits mots sur moi quand même. Donc comme elle l'a dit, je suis doctorante en psychologie sociale, donc à l'université de Lorraine, au laboratoire Perseus et en convention CIFRE avec Intimagir. Donc je fais partie de l'équipe, du centre de ressources Intimagir Grand Est. Donc je suis en deuxième année. Ma thèse, elle est encadrée par, Pierre Bouchat et Raven Bureau, qui se cachent là-bas. Du coup, elle est surtout sur tout ce qui est stigmatisation et violence vécue par les femmes autistes. Donc moi, je suis surtout qualifiée pour parler de tout ce qui est autisme, mais bah, j'élargis quelquefois, dans mes études sur le handicap aussi de manière plus large. Donc vous inquiétez pas, j'aurai quand même des choses à dire sur tout le monde. Donc déjà, les objectifs, là, c'est de fournir quelques éléments théoriques sur les sujets qui ont déjà été abordés, hein, parce qu'on a pu parler de beaucoup de choses déjà ce matin. Donc là, l'idée, c'est un peu de dire, bah, qu'est-ce que la psycho, elle dit de ça? Voilà, qu'est-ce que nous, de notre côté, on a vu? Proposer un peu un autre regard, forcément, apporter d'autres idées, mais toujours en venant soutenir les propos qui ont déjà été dits. Parce que, bah, voilà, la première expertise, c'est celle des personnes concernées. Donc, moi, je viens étayer tout ça. Faire un pont ensuite entre le milieu de la recherche, qui est parfois un peu trop, la recherche dans sa tour d'ivoire au loin là-bas, on ne sait pas trop ce qu'ils font et celui des pros et des personnes concernées. Voilà, l'idée qu'on puisse, vraiment dialoguer tous ensemble là-dessus et du coup essayer de vous captiver avec ma super locution et initier des échanges pour co-construire des nouvelles pratiques ensemble. Donc déjà, d'un point de vue psychosocial, parce qu'on parle souvent de stéréotypes, le mot, là, il est employé un peu partout. À la base, c'est un mot à nous, à la psychosociale. Donc, qu'est-ce que nous, on met derrière? Et derrière tout ce qui est stigmatisation aussi, qu'est-ce qu'on explique, comme ça sur les relations intergroupes? Parce que la psychosociale se base beaucoup là-dessus. Donc en fait, déjà, on a tous des attitudes. Donc les attitudes, c'est l'évaluation cognitive des groupes sociaux. Donc quand on rencontre des personnes, on les catégorise, voilà, on les évalue. Quand ces attitudes, elles sont négatives, on appelle ça des préjugés et après il y a aussi l'évaluation émotionnelle qui est basée sur les représentations et les expériences qu'on a et tout ça, ça prédit les stéréotypes et les comportements. Donc les stéréotypes, ça naît des attitudes et des préjugés et après il y a, bah, de la discrimination ou pas. La discrimination, bah, c'est un comportement négatif. Mais c'est important de dire qu'on a tous des attitudes de base envers tout le monde parce que, ben, on catégorise, le cerveau humain, il est comme ça, on peut pas, bah, ne pas analyser les situations, notre cerveau n'est pas fait pour et c'est là que je vous parle de représentation sociale, parce que les représentations sociales, c'est, ben, un petit peu, les lunettes avec lesquelles on voit le monde qui nous entoure. Donc, oups, il y a mon Teams qui se met, pardon. Hem C'est donc, des systèmes d'interprétation qui régissent notre relation au monde et aux autres. Donc quand on rentre dans une pièce, quand là vous êtes arrivé ce matin, vous avez regardé un peu les gens autour de vous et bah, vous les avez catégorisés malgré vous. Vous avez, un petit peu regardé excusez-moi, je vais peut-être couper juste mon Teams parce que sinon ça va être pénible. On voit toutes les réactions d'Hélène à ma conférence sur l'écran. Alors, je vous dérange 2 secondes avec ça. Mais du coup, je disais, on catégorise un peu tout le monde parce que notre cerveau, il est trop fatigué. Vous imaginez bien que si vous rentrez dans une pièce et vous ne faites absolument pas de catégorisation et vous,
vous dites: «Ah mais la personne en face de moi, je ne sais pas quelles sont ses expériences du monde, je ne sais pas» et du coup, vous arrivez pas à vous exprimer avec cette personne, bah, on n'avance plus, on n'a plus de conversation et donc voilà. T'inquiète, c'est bon, j'ai réglé. Et donc ces représentations sociales, elles sont porteuses de sens et de valeurs. Elles sont issues de nos expériences du monde, de la culture dans laquelle on est. Là, bah, on est en Europe, donc déjà on a des représentations qui sont européennes. On est dans un pays où les religions, c'est plutôt judéo-chrétien et tout ça, monothéiste en tout cas. Donc nos représentations, elles sont aussi imprégnées de ça. Toute la société, en fait, nous imprègne depuis qu'on est né et nos représentations sociales, elles naissent de ça, de notre culture familiale, amicale et cetera. Tous ces éléments-là, ils jouent un rôle dans la manière dont les stéréotypes se construisent. Parce que c'est à force de trop simplifier, en fait, si vous voulez, qu'on a des stéréotypes qui viennent se construire sur des catégories de personnes et voilà. Donc les représentations sociales et les schémas cognitifs, ils servent à classer, donc c'est important, mais le penchant négatif, c'est tomber dans les stéréotypes. C'est-à-dire que forcément, on va un peu, spontanément se tourner vers des personnes qui nous ressemblent, par exemple, bah, vous voyez, moi, je suis tatouée de partout, donc quand je rentre dans une pièce et qu'il y a des gens tatoués, je me dis: «Oh cool!» et voilà et je vais plus facilement parler à ces personnes. Bah, c'est normal, on fait tous ça, en fait. Mais l'idée, c'est de pas tomber dans les stéréotypes envers des groupes de personnes et se dire: «Ah, ceux-là, ils sont pas commodes parce qu'ils font partie de tel groupe social». Et c'est là qu'on arrive aux stigmates. Donc, on peut pas parler de stigmates sans citer, Goffman qui est, la bible en stigmatisation. Donc le stigmate, qu'est-ce que c'est? C'est un attribut qui jette un discrédit profond. Ça représente un certain type de relation entre l'attribut et le stéréotype. C'est-à-dire qu'on va, poser sur quelqu'un, une caractéristique. Donc, bah, personne tatouée, femme, homme, personne racisée et cetera. Voilà, on pose cet attribut et on a des stéréotypes qui découlent de ça. Donc, Goffman disait déjà en 75, alors ça remonte un petit peu, hein, moi j'étais carrément loin d'être conçue, alors ça fait un petit peu longtemps. Désolée aux personnes qui sont nées vers 75. Je ne veux pas vous traiter de vieux, pardon. Mais en gros, c'est en recherche, on dit souvent que quand on cite un article qui a 10 ans, c'est déjà très vieux. Donc, vous imaginez bien que 75, ça commence à remonter dans la recherche. Hem, Ça n'est pas lié à la trajectoire de vie des gens. Mais voilà, déjà à ce moment-là, lui, il disait que quand on stigmatise quelqu'un, c'est qu'on pense qu'il est pas tout à fait humain. Donc il donnait un peu, les prémices de ce qu'on appelle la déshumanisation. C'est-à-dire que quand on attribue des stéréotypes négatifs envers une population de personnes, une catégorie, et ben, c'est quelque part la déshumaniser, la priver de toutes les caractéristiques, qu'on juge importantes dans, l'être humain et que derrière la stigmatisation, c'est ça qu'il y a, en fait. Et donc après, on distingue plusieurs types de stigmas. Bon, je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, même si ce serait super intéressant, mais on n'a pas le temps. Il y a le public stigma, qui est donc, le stigma général, si on veut, les réactions que la population a envers les personnes, bah, par exemple avec une maladie mentale ou avec tout autre type de stigma, hein, voilà, d'ailleurs on dit plutôt trouble psy que maladie mentale, c'est un terme stigmatisant ça aussi. Mais voilà, le public stigma, ça va être, voilà, ce que la population générale, le commun des mortels, en fait, attribue envers une population. Et après, bah, il y a le self stigma, donc le stigma intériorisé qu'on peut appeler aussi. C'est les préjugés que les personnes concernées tournent envers elles-mêmes. Parce que forcément, quand on est, d'une population donnée, si on nous dit depuis toujours qu'on est d'une certaine façon et cetera, qu'on nous traite d'une certaine façon, pardon, je vais y arriver, ben, en fait, on finit par intérioriser tout ça, par se dire: «Bah, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai» et donc ça, c'est le self stigma et il peut faire du mal aussi, en fait. C'est d'ailleurs ce qui était dit déjà, dans la table ronde tout à l'heure. C'est, bah, la relation à soi, en fait, on y revient à ça et donc quand on est un public stigmatisé, bah, il peut y avoir de ça qui se joue également. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse au-delà du stigma, des stéréotypes de manière très globale? Bah, les femmes en situation de handicap, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, qu'en est-il dans tout ça? Déjà, on ne peut pas parler de femmes sans parler de sexisme. Donc, je vais vous faire quelques petits points sur le sexisme. Qu'est-ce que c'est dans la définition un peu psychosociale? Le sexisme, c'est la croyance selon laquelle les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et devraient donc correspondre à des rôles, des normes sociales, des comportements de genre spécifiques. Donc, c'est la catégorisation de la société d'une manière binaire, donc hommes et femmes. Donc, en plus, on occulte toute une partie de la population qui est non binaire.
Et voilà, on part du principe qu'il y a des rôles spécifiques qu'on doit remplir. Une femme doit être de telle manière, un homme doit être de telle manière. Et donc ça donne lieu à une idéologie dans laquelle l'ordre social, il est fondé sur la domination masculine. C'est comme ça que Bourdieu l'a appelé. Donc c'est que, voilà, c'est ce qu'on dit de patriarcat aussi, maintenant dans beaucoup de luttes féministes. C'est que en fait, le standard sociétal, c'est la masculinité, c'est l'homme et les femmes, c'est, ce qui n'est pas le standard. Donc voilà. Le sexisme, il est quand même ambivalent, c'est-à-dire que, tout le monde n'est pas traité de la même manière, y compris dans la catégorie des femmes. Il y a une catégorisation qui est proposée, qui est de dire que il y a du sexisme hostile et du sexisme bienveillant, qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce, mais qui renvoient pas aux mêmes représentations. C'est-à-dire que le sexisme hostile, ça va être, vraiment des idées, vous savez, par exemple, le tonton dans les repas de famille là, qui fait des remarques en mode: «Oui, les féministes, elles veulent écraser les hommes et tout», ça, c'est le sexisme hostile et enfin, je sais pas si on a le même tonton, mais moi, il y en a un qui dit ça. Et le sexisme bienveillant, c'est plutôt, vous savez, tout ce qui est: «Oh, les femmes, on les aime, elles sont belles, elles sont fragiles, elles sont délicates, il faut les protéger» et tout ça, voilà. C'est généralement quand on nous dit ces trucs-là, il y a un petit goût amer, là, on est en mode: «Ouais, ça a l'air d'être un compliment, mais moi, je le prends pas comme ça, en fait». C'est comme quand on me dit, quand on me demande ma carte d'identité au magasin, quand j'achète une bière et qu'on me dit: «Oh, mais quand vous aurez 40 ans, vous trouverez ça comme un compliment, quoi». Bah, non, en fait, c'est tous ces trucs-là qui sont bienveillants, mais en fait pas trop. Et donc voilà, c'est pas les mêmes types de sexisme, mais c'est, les 2 faces d'une même pièce, en fait, hein, parce que dans tous les cas, on parle de sexisme, on parle de traiter les femmes différemment, en raison de leur assignation de femmes, en fait. Donc voilà, le sexisme, il est systémique, c'est-à-dire que ça fait partie de tout un système sociétal qui est présent à l'échelle individuelle et collective. Parce que, il y a des individus qui sont plus ou moins sexistes, et puis les sociétés sont aussi plus ou moins sexistes selon, les idées qu'elles, apportent. Par exemple, quand on traite de sales connes des féministes ou des trucs comme ça renvoie de quelques idées sur le sexisme. Voilà, donc les femmes, elles expérimentent le sexisme, toutes. Je pense que tout le monde dans cette salle pourra le confirmer que, là, il y a des exemples de situations sexistes qui viennent en tête, mais pas toutes au même niveau et pas sous les mêmes formes. Même là-dedans, on n'est pas tous égaux en fait, même dans la catégorie femmes. Donc le sexisme bienveillant, il est plus doux, ce qui pousse les femmes à se conformer aux normes de genre et maintenir le statu quo, parce que c'est quand même un peu moins pire, de se dire qu'on est des fleurs délicates et cetera que, des castratrices et cetera. Donc le sexisme bienveillant, il motive à adopter ces codes-là, alors que le sexisme hostile, qui est plus agressif, c'est plutôt envers les femmes qui correspondent pas aux normes de genre attendues. Donc les féministes, les femmes queer, voilà, toutes les catégories de femmes qui correspondent pas à ce qu'on se fait comme idée d'une femme. Mais du coup, quand on est une femme en situation de handicap, le sexisme, il est où dans tout ça? Alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes en situation de handicap, elles sont surreprésentées dans les chiffres qui sont liés aux violences. Il y a aussi, un grand tabou sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Ça a été évoqué également. Et il y a un double standard, parce que si une femme, elle compense son handicap, dans ce cas-là, elle paraît pas assez handicapée pour qu'on lui donne toutes les aides dont elle a besoin, et cetera. Mais d'un autre côté, si elle compense pas, elle peut être infantilisée, on peut lui nier, ses besoins de femme, et cetera. Donc il y a ce double standard où il faut sans arrêt doser, en fait, qui est assez, compliqué. Et du coup, voilà, ça renvoie à tous les témoignages et les expertises qui ont été partagées, tout à l'heure. Ça, ça résonne vraiment bien avec ce qui est dit là. Et du coup, pour reparler de mes stéréotypes de tout à l'heure, parce que j'y tiens, on va pas les oublier, il y a un modèle qui est proposé en psychosocial, qui est le modèle du contenu du stéréotype. Donc vous le voyez là. C'est que en fait, on catégorise les individus sous un axe de chaleur et compétence. Est-ce que les gens, ils sont chaleureux? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'on les aime bien? Est-ce qu'on les admire? Est-ce qu'on a un sentiment de menace? Voilà, on peut catégoriser en fait plein de populations à travers ce modèle-là, qui est proposé et il permet de prédire donc les émotions. S'il y a quelqu'un qu'on juge très chaleureux, très compétent, on va plutôt l'admirer, il a tout. Si quelqu'un est très chaleureux mais très peu compétent, on va avoir de la pitié. Ah le pauvre, il sait pas ce qu'il fait. Et donc voilà, en fait, ça traduit la pitié, le mépris, l'admiration, la jalousie et ça peut prédire donc les attitudes et comportements avec, est-ce qu'une population, on va plutôt l'aider ou pas? Ou on va même vouloir la nuire?
Donc voilà, dans ces modèles-là, il y a quelques études qui se sont intéressées aux personnes en situation de handicap. Où est-ce qu'elles sont dans tout ça? Donc généralement, les individus leur attribuent beaucoup de chaleur, mais pas beaucoup de compétences. Et du coup, ça donne des préjugés paternalistes, de bas statut. On n'est pas en compétition, avec les personnes en situation de handicap et ça génère de la sympathie ou de la pitié. C'est ce que Amélie avait dit tout à l'heure, un de ces 3 P, c'est pitié. Bah, ce modèle-là, il permet de montrer qu'effectivement, en fait, vu qu'on les juge, les personnes en situation de handicap, très chaleureuses mais peu compétentes, ça génère de la pitié chez les individus. Donc, les chercheurs ont utilisé ce modèle pour plein de populations depuis, bien 20-30 ans et donc on a des données sur plusieurs catégories de groupes sociaux et donc on voit que, dans la pitié, donc, haute chaleur et faible compétence, c'est plutôt, les personnes qui ont un handicap intellectuel, les personnes âgées, c'est des exemples, mais il y a plein de catégories. Le mépris, c'est plutôt les SDF, les chômeurs, ils sont ni chaleureux ni compétents, ils ont vraiment rien. C'est encore une fois les stéréotypes. L'admiration, ça va être plutôt les entrepreneurs, la classe moyenne, les blancs, parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de faire des stats ethniques, donc ils ont des comparaisons comme ça. Donc là, c'est les groupes sociaux qui suscitent de l'admiration, qui sont enviables, en fait. Et la jalousie, ça va être, plutôt les féministes, par exemple, qui peuvent être très compétentes, mais pas très chaleureuses, parce que franchement, elles sont pas sympas, les féministes. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on attribue, aux individus et donc c'est des tendances. Ça veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, tout le monde, attribue ces stéréotypes-là, mais c'est que quand on a des grosses cohortes, 400-500 personnes, c'est, ces tendances-là qui se dégagent, en fait. Et donc ça, c'est tiré donc de mon étude, pas encore publiée, mais je vous mets quand même, un petit avant-première parce que moi, j'ai fait ça dans une de mes études, en fait. J'ai, évalué parce que quand on dit femme en situation de handicap, on est bien d'accord que ça veut tout et rien dire, en fait, hein, parce qu'il y a tellement de types de femmes, tellement de types de handicap que c'est une catégorie où elles ne se ressemblent pas. On a vu ce matin, on a une grande diversité de profils, donc qu'est-ce qu'il en est? Et donc j'ai essayé d'obtenir, des données sur, plusieurs types de handicap. Donc, j'ai interrogé, sur, les femmes autistes, les femmes bipolaires, les femmes trisomiques et les femmes en fauteuil. Bon, encore une fois, là, c'est très catégorisé parce que, bah, il y a des personnes qui cumulent, on l'a bien vu. Mais bon, il faut faire des fois. Pardon? Il y a quelqu'un qui ah OK, pas de souci. Du coup, j'ai obtenu des données là-dessus. J'ai interrogé 300 personnes, donc c'est quand même déjà un petit échantillon sympa. Et donc vous voyez, j'ai mis, chaleur, compétence, statut, compétitivité. Donc on voit un petit peu que même dans, la catégorie femmes en situation de handicap, les niveaux sont pas du tout les mêmes selon les dimensions, de ce modèle-là. Je vous ai mis ensuite la suite sur les émotions, donc mépris, admiration, pitié, jalousie. Vous voyez que c'est pareil en fait, les catégories se ressemblent pas. Donc même quand on parle de femmes en situation de handicap, en fait, ça veut tout et rien dire parce que quand on commence à faire des sous-catégories dedans, bah, là aussi on obtient des données très, très différentes. Donc voilà, rappelez-vous tout ce qu'on a dit là sur le stigma. Donc la manière de déshumaniser un petit peu les personnes et tout ça. Bah, les personnes en situation de handicap, elles font face à une stigmatisation de la part de la population générale à différents niveaux et elles peuvent aussi s'auto-stigmatiser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça a des conséquences négatives. Et une des conséquences négatives, c'est le stress minoritaire. Donc ça décrit le fait que les membres d'une minorité, ici les femmes en situation de handicap, du fait de la stigmatisation qu'elles subissent, elles sont sujettes à du stress chronique, en fait. Donc c'est causé par les événements négatifs, l'expérience de vie d'un individu issu de la minorité dans une société dominante. Là, la classe dominante, c'est pas les femmes en situation de handicap, c'est plutôt les hommes valides, etc. Donc voilà, elles ont en conséquence plus de vigilance, plus d'anticipation du rejet, plus de discrimination perçue et plus de violence perçue. Parce que forcément, à force de l'accumuler, ben, on ne voit plus que ça en fait. Donc c'est une expérience de vie qui peut être lourde en fait, qui peut être parfois un peu difficile et développer du stress. Donc voilà, je vous fais pas un cours sur le stress et ses impacts négatifs et tout ça, mais vous les connaissez. Et en plus, elles ont pas un seul stigmate. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois des femmes et en situation de handicap. Donc il y a tout ce qu'on a dit sur le sexisme et tout ce qu'on a dit sur le handicap. Et en plus, elles peuvent être, racisées, LGBT+, avec des convictions religieuses et cetera, bah, parce que c'est des personnes en fait, hein, tout simplement. Donc elles sont faites de plein de valeurs, de plein de choses
et voilà, comme tout le monde, mais là, du coup, elle cumule. Donc c'est une expérience de stigmatisation qui est combinée de 2 ou de plusieurs stigmates. C'est ce qu'on nomme l'intersectionnalité. Ça aussi, c'est un terme qu'on voit de plus en plus, sortir, dans les manifestations et cetera. Donc ça, c'est que, à la base, ça a été théorisé par, Crenshaw qui, parlait de l'intersectionnalité des femmes racisées et puis depuis, ça a été, élargi à toutes les personnes, toutes les femmes qui ont plusieurs stigmates, en fait. Donc c'est la violence que ces femmes, elles expérimentent. Elle est construite à la fois à partir des stéréotypes de genre, dont ceux dont on a parlé, et du validisme. Et c'est pas vraiment que les 2 sont séparés comme ça et sont, jour pair, c'est, sexisme et jour impair, c'est validisme. C'est que c'est constamment les 2 en fait. Et donc appartenir à 2 groupes stigmatisés, ça crée pas une addition, mais une expérience qui est particulière, qui est vraiment intrinsèquement liée aux 2 et interagissent. Donc on peut pas juste traiter la question du handicap sans prendre en compte les femmes et on peut pas traiter la question du féminisme sans prendre en compte le handicap, en fait. Parce que quand on mène des politiques sur juste l'un ou l'autre, par exemple, après, il y a des dimensions des personnes qui sont pas prises en compte. Et cela peut avoir des conséquences dans toutes les expériences de vie des personnes, donc dans l'accès à l'éducation, dans l'emploi, dans la vie amoureuse, dans, l'intégration sociale et cetera. Voilà, dans tout le prisme de la vie, cette intersectionnalité, elle est là, en fait. La personne, elle peut pas gommer, même si, comme Inès disait tout à l'heure, elle avait essayé, de faire le rôle parfait. On peut essayer, mais ça marche pas. Ça marche pas, en fait. Ça tient peut-être un temps et après, ça se casse la gueule, hein. Et donc ça mène à parler un peu de tout ce qui est savoir situer, père aidance et tout ça, parce que c'est des mots dont on entend de plus en plus parler. Ils sont un petit peu, mis partout en ce moment. J'en vois toutes les semaines sur LinkedIn, par exemple. Donc voilà, on va parler déjà d'injustice épistémique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand le statut social d'un individu est perçu comme remettant en cause sa capacité à produire et diffuser le savoir. OK, en français, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que, là, dans notre conférence, une femme en situation de handicap, du fait de soit sa féminité, soit son handicap, en fait, on va se dire qu'elle est pas objective. Elle est pas elle est biaisée. Elle est trop sensible sur la cause, elle est trop touchée par le sujet, des choses comme ça et que donc ses propos peuvent desservir la cause. C'est quand on dit que des experts viennent, témoigner, alors que c'est des conférences ou des choses comme ça. C'est en fait remettre en cause le savoir parce que la personne est concernée et que du coup, il y aurait que les personnes très extérieures à un sujet, qui pourraient en parler. On va pas aller très loin si on reste là-dessus et du coup, pour l'exemple des femmes autistes, parce que je vous ai quand même dit que ma thèse, elle était, majoritairement sur ça. Donc les femmes autistes, qui déplorent le manque de connaissances des professionnels sur leur parcours de vie, l'errance diag et les audits standardisés peu adaptés, ça, c'est pas encore assez écouté. C'est-à-dire que dans le cas de l'autisme, de plus en plus de personnes se retrouvent diagnostiquées à l'âge adulte parce que c'était pas repéré avant et ça, c'est dit dans des travaux et tout ça, mais ça bouge lentement, quoi. Ça commence à bouger et heureusement, mais c'est un petit peu lent. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le expert gaze avec des stéréotypes sur l'autisme parce que bon, vous avez déjà tous vu des films ou séries, genre Rain Man, Young Sheldon et compagnie là où, la personne autiste, c'est un garçon blanc qui adore les trains ou les Rubik's Cube ou un truc comme ça et ça s'arrête là. Et voilà, l'autisme, hop et en fait, forcément une femme adulte autiste, elle ressemble pas à un petit garçon, qui adore les Rubik's Cube en fait, forcément. C'est pas la même expérience de vie. Et du coup, les professionnels, ils ont eu les formations, qui parlaient de cet autisme masculin et cetera, donc ils sont formés avec ça, donc ils s'attendent à trouver ça dans leur cabinet et donc dès que c'est une femme autiste en face, un peu perdu. «Ah merde, on m'avait pas expliqué» et voilà. Donc cette errance diagnostique dans le cas de l'autisme, par exemple, c'est, notamment lié à toutes ces théories erronées sur, le cerveau masculin, qui disaient que l'autisme, c'était, lié au fait d'être un homme et tout ça et que du coup, c'était très, très rare qu'une femme soit autiste. Et du coup, les recherches sur l'autisme, elles ont longtemps été réalisées avec des échantillons majoritairement masculins. Si je vous parle de cet exemple de l'autisme, c'est parce que là, qu'est-ce qu'on on est dans quoi? On est dans le sexisme ou dans le validisme? En fait, on est dans les 2. On peut pas traiter cette question sans, prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et du coup, voilà, moi je vous parle de l'autisme, ça s'applique à d'autres populations bien entendu. Et du coup, je vous parle un petit peu de savoir situer et là j'ai repompé une conférence de moi-même et de mon co-directeur de thèse que j'ai fait en décembre, pour parler des savoirs situés
avec les savoirs théoriques, les savoirs pratiques et les savoirs expérientiels. Donc tout ça, c'est du savoir en fait. Il y a les savoirs théoriques, donc oui, ce qui est produit par la recherche, toutes les belles études que je vous cite depuis tout à l'heure, ce que moi je fais, c'est des savoirs théoriques dans la fameuse tour d'ivoire. Mais il n'y a pas que ça comme savoir en fait. Il y a les savoirs pratiques qui sont issus de la pratique de terrain, donc les professionnels, tout ça. Je pense qu'il y en a plein ici dans cette salle qui sont aussi des professionnels de terrain. Bah, vous avez un savoir que les académiciens, ils n'ont pas, que moi j'ai pas par exemple. Et ensuite, il y a le savoir expérientiel qui est directement produit par l'expérience des personnes concernées. Il y a aussi beaucoup de personnes concernées aujourd'hui. Bah, c'est pareil, elles ont un savoir qui est hyper important et que les autres peuvent pas avoir à leur place en fait. Et donc c'est ça la notion de savoir situer, c'est que l'objectivité c'est un mythe, ça n'existe pas, et que chaque position défendue, chaque savoir qui est produit, ça l'est dans un contexte, dans un environnement, dans une temporalité par une personne donnée. Donc on produit que ce qu'on sait voir en fait. Donc forcément déjà un chercheur européen ou un chercheur africain ou asiatique va pas faire exactement les mêmes recherches. Et ensuite, bah, dans la pratique, c'est pareil, une infirmière, elle a pas exactement le même savoir pratique, qu'un médecin, qu'un psychologue et cetera. Et là, en plus, j'ai dit une infirmière, mais un médecin, vous voyez? Même les biais sexistes, des fois, dans le langage, ils sont toujours là, même quand on est experte du sexisme. On n'est pas dans la merde. Et voilà. Et du coup, les femmes en situation de handicap, elles ont des savoirs qu'elles sont les seules à pouvoir produire, les savoirs expérientiels relatifs au fait d'être à la fois une femme et en situation de handicap. Et ça, bah, personne peut le deviner à leur place. Donc ce schéma, il est pas mal parce que ça montre bien que tous les savoirs ont leur importance en fait et que si on veut évoluer sur une cause ou sur un sujet, il faut forcément prendre en compte tout le monde. Mais là, on parle quand même plus des savoirs expérientiels parce que c'est la journée pour. Donc je vais mettre celui-là un petit peu plus en avant parce qu'en plus c'est celui qui est généralement un petit peu caché. Les savoirs expérientiels, ils commencent à être reconnus et mis en valeur dans certaines instances. Donc, en conséquence, on voit l'émergence des sciences participatives et du rôle des pairs aidants. Ça, vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, les sciences participatives, c'est quand des personnes concernées sont incluses dans la recherche, dans le protocole, dans l'analyse des données, etc. Et les pairs aidants, bah, c'est dans certaines institutions, on commence à reconnaître, on appelait ça patient expert aussi auparavant. On commence à reconnaître que les personnes concernées, elles développent une expertise et que du coup, elles peuvent vraiment aider les autres. Voilà, et que ça, c'est un rôle qui est à part entière. Mais ça doit pas être fait n'importe comment. Parce que déjà, moi, quand je fais une recherche, je suis payée. Si quelqu'un qui fait de la recherche participative avec moi le fait bénévolement, bah moi j'ai un petit problème avec ça. Même si bon, je suis doctorante, je suis pas encore titulaire, j'ai pas encore révolutionné la fac, donc je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, il y a cette idée de si on inclut des personnes, dans ce cas-là, si on dit qu'elles sont expertes, il faut les rémunérer à hauteur de leur expertise aussi. Et y compris si c'est une expertise expérientielle. Et ensuite, il y a la nécessité de questionner les dynamiques de pouvoir pour être sûr que la personne a la possibilité de s'exprimer librement. Si je dis, je mène une étude participative et du coup, je demande à une personne autiste de venir, créer un protocole, avec moi, avec, 5 autres chercheurs et on est, 6 chercheurs autour de la table et il y a une personne autiste et on dit: «On fait un vote à main levée, allez-y». Bah, est-ce que la personne, elle va vraiment être à l'aise en se disant: «Waouh, je suis devant, 6 chercheurs, est-ce que je peux vraiment exprimer mon point de vue même s'il est pas dans le même sens?» Bah, voilà, ça pose la question quand même de comment on prend en compte. Est-ce que, prendre, une seule personne ou dire: «Oui, il y a pas de hiérarchie», alors qu'en fait les titres donnent une hiérarchie, bah, est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Et du coup, encore une fois, on ne doit pas inclure non plus un individu juste pour faire joli, sans lui donner de réel pouvoir de décision ou pour s'en servir un peu comme caution, donc c'est la notion de tokenisme. C'est, bah, on va pas dire, «Oui, on a fait une réunion avec une personne concernée et puis, voilà, elle a acquiescé un truc, donc regardez, c'est bien, on a tout pris en compte, on est trop bien». Ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment réfléchir sur la structure, sur, voilà, comment les dynamiques de pouvoir, elles prennent aussi, elles s'incarnent également dans les réunions, dans les instances. Comment on fait pour que les personnes puissent vraiment s'exprimer, en fait? Donc les savoirs expérientiels, ils fournissent une expertise qui est riche, qui est directement imprégnée du vécu des personnes. Ça s'ancre dans le réel, dans le concret, pas comme les articles que je viens de vous citer, par exemple. Et du coup, c'est hyper important de conjuguer les savoirs et les approches, donc vous souvenez les 3 savoirs, de conjuguer tout ça ensemble, en fait. Donc faire un pont entre la recherche, le terrain, les personnes concernées,
Voilà, chaque savoir situé, il est important. On a besoin de tout le monde et ça implique de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas toujours eu. Ici, les femmes en situation de handicap, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est super bien que j'intervienne après, parce que comme ça, c'est les personnes en situation de handicap qui ont directement dit ce qu'il en était et moi, je viens juste en soutien dire: «Bah oui, moi j'ai lu des trucs qui disent la même chose» et comme ça, c'est vraiment le savoir est dans leurs mains, d'abord et c'est pas moi. Moi, je suis en second plan, en fait. Donc pour conclure, comme ça, je laisse un temps pour les questions et tout ça. Donc il y a des changements sociétaux qui sont en cours. Voilà, ça vient remodeler les pratiques. On a quand même, eu, des lois, des nouvelles instances et tout ça. Ne serait-ce que le centre de ressources Intim'Agir, c'est assez récent, en fait, les centres de ressources Intim'Agir et ça montre vraiment qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc c'est quand même vachement cool. Mais il y a encore du travail à faire pour que les femmes en situation de handicap, elles soient mieux prises en compte dans tous les pans de la vie. Voilà, c'est ce qu'on veut faire tous aujourd'hui d'ailleurs, sinon vous ne seriez pas là. Et voilà, les violences systémiques, elles persistent dans certains domaines, donc il faut garder ça en tête. Il faut se questionner sur les biais qu'on peut avoir, sur les stéréotypes et tout ça. Hem, pour lutter contre la stigmatisation qui est encore là, il est important aussi, de noter tout ce qui est bien fait, parce que là, on parle un peu du négatif et du «bon, c'est un peu foireux et tout». Mais c'est important de noter qu'il y en a plein qui se forment de plus en plus, il y a plein de personnes, qui sont là aujourd'hui déjà, donc ça, c'est déjà bien. Et voilà, il y a des professionnels qui sont soucieux de ces questions et qui commencent à s'en saisir, donc ça donne de l'espoir. Et puis, noter que des fois, il y a des freins économiques, temporels, institutionnels et que voilà, beaucoup de monde que je rencontre parfois en coloc et tout ça me disent qu'ils essayent de mettre en place des choses, mais qu'ils se heurtent à certains freins et que donc ils peuvent pas faire, comme ils aimeraient. Donc ça aussi, c'est important d'en avoir conscience et de se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a pour avancer au fur et à mesure?» Et voilà et du coup, pour tout ce qui est question de vie intime, affective, relationnelle, lutte contre les violences, soutien à la parentalité, il y a les centres de ressources Intim'Agir. Ici, il y a le centre, Intim'Agir Grand Est qui est là pour aider, soutenir et tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi, des besoins en termes de ressources et tout, c'est le rôle du centre. Et voilà, maintenant je vais boire un coup parce que j'ai plus de souffle et je vais écouter vos questions. Ça marche, ça marche. On applaudit bien fort. Non, pas avec les mains. Ouais. Tu étais pas là, tu pouvais pas savoir. Merci beaucoup Lison pour cette présentation, je ne doutais pas que ça allait être, extrêmement intéressant et ça l'a été le cas et en plus, plein d'humour et de voilà, c'était vraiment génial. Merci beaucoup, je suis ravie que tu aies accepté de venir, voilà, nous expliquer ton travail qui est, extrêmement important et qui, comme tu le dis, vient, vraiment, légitimer, de ce que nous, en tant que femmes en situation de handicap, on revendique, les choses pour lesquelles on milite et on s'engage. Comme tu as été plus rapide que prévu, c'est gentil. On peut prendre, si, vous avez encore un petit peu de temps, 10 minutes, 1/4 d'heure, s'il y a d'éventuelles questions. Pas que pour moi d'ailleurs, Voilà, hein, d'ailleurs sur ce si qui a été dit, ce matin, pendant les témoignages ou, sur la conférence. Ou alors on a été super clair. ou alors il y a pas assez d'hommes. Parce que les études, elles montrent que généralement dans une salle, le 1er qui pose une question, c'est toujours un homme. Ah bah, Et voilà. avec qu'il y en a quasi pas, peut-être qu'on est coincé là, en fait. Donc je crois qu'il y en a Y a-t-il 4. un homme pour prendre la parole? Messieurs, s'il vous plaît, lancez la dynamique. Inès, tu ouais, attends, je me balade, vas-y. En fait, juste en fait merci pour ton travail parce que justement, je trouve qu'on met pas assez, en avant les chercheurs qui comme toi nous offrent des mots pour mettre sur notre quotidien. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et en fait, on oublie que derrière tous les concepts qu'on est content d'utiliser, en fait, il y a des personnes qui sont investies comme toi. Donc moi, je voulais juste dire merci parce que c'est important et que, la recherche, elle est soutenante, mais on l'oublie aussi, elle est peut-être un peu, invisibilisée alors que sans ça, nous, on pourrait pas avoir des clés pour, mener nos combats et nos actions. Donc merci pour ta conférence, elle était, géniale. Merci. Et en même temps, la recherche a aussi, des casseroles derrière, hein, faut qu'on dise ça. C'est que
La recherche, déjà, il y a 30 ans, ça aurait pas été moi, la recherche. J'aurais fait, 1,75 m, je pense, voilà, voilà, je pousserais à la salle et tout, enfin, la recherche, ce serait ça. Avant, ça, c'était pas les gens comme moi. Donc, la recherche, elle a évolué heureusement et voilà, mais c'est aussi grâce, bah, parce que tu es chercheuse aussi, hein, tu dis ça, mais tu es chercheuse toi, là, Ouais. Tu m'as fait découvrir, depuis que je te connais, plein de concepts. Tu es une de mes personnes clés dans mon cheminement. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est important de juste le souligner, que ton travail, il est courageux et il est justement scientifique et, et indispensable pour nos cheminements, parce qu'on n'est pas que des personnes excitées qui, en fait, militent avec des pancartes. Et je trouve que c'est important de souligner que ta place, elle est importante. Oui, je fais de la recherche, mais dans notre domaine, je crois que c'est encore plus précieux parce que on parle que de militantisme avec des pancartes et tout, mais chacun là, on est dans l'action. Et toi aussi, et ta conférence, elle est de qualité. C'est pas parce que juste je te connais, tu vois. Donc, je pense que c'est Et aussi un peu biaisée important. quand même. Un petit peu, mais pas complètement. Donc, merci pour ton travail. D'autres, remarques ou allez-y, complimentez-moi si vous voulez aussi, hein, pas de souci. Si vous me connaissez pas, c'est encore mieux ah ouais, je sais pas comment je fais avec le micro. C'est en parlant très fort. Vous pouvez parler dans les trucs là? OK, super. Bonjour, ça si on m'entend? Oui, bonjour. J'ai une question. Alors, comme je suis déficiente visuelle, si j'ai bien compris, vous avez fait, une petite diapo où vous présentez, ce que la personne, handicapée peut susciter, c'est-à-dire, chaleur et pas compétence. Donc ça suscite de la pitié, si j'ai bien retenu. Enfin, disons, je résume, je pense, mais c'est un peu quelque chose de général. Et moi, la question que je me posais, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moyen, enfin, est-ce qu'il y a une explication pour dire qu'est-ce qui suscite, quel est le mécanisme qui fait qu'on peut passer de la pitié à la violence, au besoin bah, de faire, de profiter de la personne handicapée? Est-ce qu'il y a quelque chose, un cheminement qui amène, à cet état d'esprit? Je sais pas si je suis bien. Alors, merci de la question, elle est vraiment, super intéressante. En fait, la violence, de toute façon, elle est partout. La violence, elle est, si on reprend ce modèle, donc effectivement, c'est vrai que je l'ai pas très bien décrit sur, visuellement à quoi il ressemble, mais c'est un axe où, en abscisse et ordonnée, il y a chaleur et compétence et les personnes sont, en gros sur la moyenne entre les 2 quoi et je suis nulle pour décrire des images. Mais du coup, là, la violence, elle est plutôt avec les personnes, qui suscitent pas d'admiration forcément. Les personnes qu'on admire, la violence, elle est moins présente. Mais en fait, il y a qu'un pas entre les attitudes, paternalistes et cetera qui sont issues de la pitié et de la violence. Parce que le paternalisme, c'est déjà une forme de violence en soi, de priver quelqu'un, de son libre arbitre, penser qu'on est plus à même que quelqu'un de savoir ses besoins, ses envies et cetera, c'est déjà une forme de violence et donc forcément, il y a qu'un pas pour que les violences, elles escaladent. Là, j'ai pas forcément parlé beaucoup de violence aujourd'hui, mais on sait que les violences, c'est plutôt un escalier, en fait, hein et c'est gravir des échelons et tout ce qui est, attitude paternaliste, pitié et cetera, c'est le bas, c'est les premières étapes, en fait et après ça ne peut que ouvrir la porte, à des violences plus graves, en fait. En fait, je pensais à ça parce que donc j'étais dans une école de déficients visuels et on discutait avec les personnes, de ma situation et on se disait que les gens, par rapport au handicap, hem, même s'ils appréciaient pas trop, ils se retenaient, parce que ça avait toujours un petit peu la superstition que ça pourrait leur arriver. Alors qu'avec une personne qui est, née dans un autre pays et qui a une autre couleur de peau, elle était peut-être plus sujette aux violences parce que, il y a moins de risques qu'on devienne, noir ou asiatique. Donc on se rendait compte dans notre école qu'il y avait cette différence aussi dans les violences. C'est-à-dire que les personnes, vont
plus encore être victime de racisme parce qu'il y a pas le risque que l'autre devienne, noir, alors que la personne handicapée, ben, il y a une certaine retenue, même si ça elle dérange, on n'osera pas forcément, parce que l'autre personne pourrait elle-même devenir handicapée et puis ça la retient un tout petit peu, quoi. Mmh. Oui, bah, ça me fait penser aux travaux d'une collègue, qui est dans mon laboratoire, Léa Klopp, qui travaille sur la perméabilité des frontières intergroupes. C'est en fait ça, la capacité ou non, de changer de catégorie sociale. Où effectivement, bah, si on est blanc, a priori, on peut jamais devenir noir, et l'inverse aussi. Mais par contre, bah, le handicap, bah, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc là, les frontières, elles peuvent, être plus floues et cetera. Donc forcément, la stigmatisation n'est pas la même. Mais ça reste toujours de la stigmatisation, en fait, ne pas oser dire à quelqu'un, quelque chose, parce qu'on se dit: «Oui, mais quand même, ça pourrait m'arriver et tout», bah, ça reste de la stigmatisation, en fait, parce que du coup, on prive, la personne de certaines caractéristiques humaines et donc même si c'est pas exactement la même forme, ça reste, dans les dynamiques négatives, quoi. Allez-y. Ah, Pardon. on doit pas. Oui, apparemment ça marche. Oui, je me vois. Ça marche? C'était pas vraiment une question. Je voulais. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je voulais surtout vous remercier d'avoir évoqué le concept d'intersectionnalité parce que je trouve quand même que c'est un angle mort en fait dans la recherche et surtout quand on parle d'handicap, c'est qu'effectivement prendre en compte toutes ces différentes difficultés et pouvoir en fait agir enfin, il y a une action pluridisciplinaire aussi à faire sur ce sujet pour qu'on puisse être sensibilisé et prendre effectivement toutes ces dimensions quand on parle d'une personne handicapée et pas seulement le handicap ou le genre. Voilà, donc je vous remercie. Avec plaisir. Désolée, hein, oui, en fait, moi, je voulais revenir sur, un petit passage du témoignage de Gabrielle et que je trouve qui est très intéressant à bosser. Elle disait qu'elle avait été dans une école, où, elle ne se reconnaissait pas du tout. Pourtant, elle est en fauteuil et elle était avec d'autres personnes en fauteuil et ce point-là, c'est quelque chose, qui est, je pense, enfin, dans ce que dit, tout ce que vous avez dit là sur le stigmate et la catégorisation. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur, la catégorisation, en tout cas la faire éclater ou la faire, arrêter de catégoriser, parce que, comme vous avez dit, toutes les personnes handicapées, sont pas dans un groupe. On en a fait des groupes et comme toutes les personnes valides sont pas dans des groupes aussi, enfin voilà. On est tous, on a un génome en fait, chacun et on est tous, différents et il y a des expressions toutes faites qu'on a, par exemple, on dit: «Comme tout le monde», ça veut rien dire. Cette expression ne veut absolument rien dire. On devrait dire, «Comme chacun». Enfin, je sais pas. Voilà, je trouve que ce qu'elle a dit, c'était très intéressant parce que, heu, le fait que, on pense que la personne handicapée au départ, ça veut dire, c'est une personne qui a des troubles de la mobilité. On a cette, dans la société, c'est vachement, ancré. D'ailleurs, le logo, du handicap, c'est même vous avez vu dans les toilettes, hein, c'est un logo avec un fauteuil et on sait, que le handicap, enfin la définition du handicap et tout ça, c'est bien au-delà de tout ça et qu'on a besoin, en tant qu'humain d'avoir, de mettre les gens dans des cases, en fait. Ça nous rassure, mais ça peut être très violent, de décider de les mettre dans des groupes. Voilà, je trouvais que c'était intéressant le témoignage de Gabrielle qui disait: «Bah, moi, je me suis pas du tout vue, enfin, en gros, j'étais pas dans ce groupe, quoi. Je me sentais pas reliée» et on a besoin d'être relié, en fait et c'est pas forcément parce que, on a un fauteuil ou, un handicap qu'on va être relié avec les gens qui ont le même handicap ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Du coup, quelqu'un veut réagir? Ouais. Merci pour votre conférence. Et aussi, je voulais revenir sur ce que vient de dire Marilyn. Quand on est mis dans des cases, enfin, pour moi, on ne peut pas évoluer.
et c'est encore ça qui manque quand on est en situation de handicap, parce qu'on peut avoir plusieurs handicaps qui se voient pas comme on disait précédemment, et du coup, ben, il faut apprendre aux gens, enfin, faire des sensibilisations comme celle-là pour que les choses évoluent. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur ce que j'avais dit, effectivement, que je ne me reconnaissais pas en ayant évolué dans le milieu institutionnel. Pour autant, je ne me reconnaissais pas non plus en ayant eu une scolarité dans un lycée normal, dans les études supérieures. En fait, le problème, c'est que je pense qu'on a tendance à vouloir, ouais, catégoriser les gens. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, bah, ça renvoie à tout ce que j'ai expliqué. En fait, d'un autre côté, on catégorise un peu malgré nous. Enfin voilà, c'est parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on simplifie les choses. Quand on rentre dans une pièce, il faut qu'on se dise bah, comment je m'adresse à telle personne, etc. Voilà, on catégorise automatiquement. Mais c'est le pas entre catégorisation et stéréotype. Et c'est le rapport à la norme, en fait, dont on parle là. C'est qu'on nous parle de tout le monde comme si tout le monde correspondait à une norme qui est la plupart des gens et en fait, c'est pas du tout ça la norme. La norme, elle est pas, statistique, elle est pas numérique, mais elle est culturelle et donc bah, la personne lambda dans notre culture, bah, c'est un homme blanc, hétéro, cisgenre, diadique et cetera et en fait, c'est comme si c'était ça la norme alors que statistiquement, ça ne l'est pas du tout parce que déjà, il y a plus de femmes que d'hommes en France donc rien que là, c'est biaisé mais voilà, en fait, c'est ça le rapport à la norme, c'est, hem partir du principe qu'une expérience de vie est celle qui est celle de tout le monde, de la plupart et cetera et en fait, effectivement, quand on commence à découper un petit peu les expériences et à regarder, à s'intéresser à ce qu'il y a, ben, en fait, personne n'est normal, oui, ça c'est sûr. Mais après, il y a quand même des personnes qui subissent plus la stigmatisation que d'autres parce qu'il y en a qui se rapprochent quand même un petit peu plus de cette norme. Et voilà, mais après, l'enjeu, il est aussi complexe parce qu'en recherche, par exemple, bah, quand je mène mes études, je peux pas non plus, faire des questionnaires d'une heure et demie, qui demandent aux personnes toutes les caractéristiques de leur vie parce que, bah, voilà, pour faire des analyses, il faut aussi que je catégorise dans mes recherches, par exemple et que donc je demande aux personnes: «Bah, êtes-vous autiste? Oui ou non?» ou «Bah, je sais pas trop», enfin et il faut catégoriser quand même parce que c'est que à partir de ça qu'on peut faire des analyses. Mais après le but, c'est de hem globaliser le truc en se disant: «Oui, bah, voilà, on a fait des analyses avec telle catégorisation. Est-ce que c'était la bonne ou pas? Est-ce que, il y a pas des expériences qui sont plus complexes, qui peuvent pas être résumées avec, des échelles de Likert et tout ça?» et voilà, c'est un peu ça l'idée, et je pense que du coup, dans la pratique aussi, c'est que on a des guides, on a des choses comme ça et qu'après il faut recentraliser sur les individus, tout simplement. Je voulais juste, poser une question par rapport à tout ça. Est-ce qu'on connaît l'origine? Pourquoi la norme, c'est, l'homme blanc, ça vient d'où, en fait? Alors, je suis Est-ce que vous avez désolée, 4 heures devant vous? je suis désolée, je vais faire la gardienne du temps. Je pense que c'est des choses qu'on pourra aborder cet après-midi dans les ateliers, Ouais. sur les stéréotypes. Pardon, je me suis Non, emballée. il y a beh, mais c'est passionnant, voilà, les débats sont passionnants. On va conclure la matinée quand même parce que il va falloir aller déjeuner et qu'on a une petite heure devant nous. Petite précision, sur les ateliers, il était à l'origine, prévu qu'il y en ait 3. Un sur, l'accompagnement, à la santé des femmes, un sur, la déconstruction des stéréotypes et puis un troisième sur l'estime de soi. On a fusionné, stéréotypes et estime de soi. Donc ceux qui sont inscrits sur, l'atelier à la santé, ça se passera dans le foyer. Ce sera indiqué quand vous arriverez et sur, estime de soi et stéréotypes, ça se passera ici, heu, à l'hémicycle et je vous invite à revenir, le plus tôt possible et il faudra réémarger pour l'après-midi, pour ceux qui reviennent, et qui étaient déjà là ce matin. Voilà. Merci beaucoup aux intervenantes, Bon appétit! à tout le monde et bon appétit.